Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Antidote, nous avons le plaisir de recevoir Safa Oumi et Julia Nascimento. Bonjour à vous toutes, comment allez-vous ? Très bien, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vos semaines sont rythmées de rendez-vous des acheteurs et des vendeurs en général. Alors, aujourd'hui, avec notre experte en immobilier, nous allons parler de l'actualité immobilière estivale et comment bien vendre son bien ou optimiser son achat. Mais avant toute chose, pouvez-vous présenter et revenir rapidement sur votre parcours ? Je te laisse commencer, Julia. Oui, moi je m'appelle Julia, je suis brésilienne. Alors, je suis conseillère en immobilier, je travaille sur Paris et la banlieue proche. Mon parcours, avant, je venais pas de l'immobilier. J'étais dans les designs et la communication. Mais en fait, l'immobilier m'a toujours attirée. J'ai investi très tôt dans l'immobilier et du coup, j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier. Et ça fait un petit moment maintenant que je suis conseillère en immobilier chez IAD. Alors moi je reprends aussi, donc moi c'est Safa, j'ai 38 ans, je suis aussi dans l'immobilier depuis un petit moment maintenant. Je travaille aussi sur le secteur de Paris et de la première couronne parisienne. Et précédemment, comme j'ai déjà dit précédemment, j'étais dans le secteur bancaire. Et donc l'immobilier pour moi c'était une évidence puisque ça faisait un moment que j'y pensais. Et c'est vrai que je regrette pas du tout d'avoir sauté le pas. Je suis plutôt épanouie dans ce métier puisque j'arrive à combiner ma vie de maman et ma vie professionnelle. Et ça, franchement, c'est pour moi la plus grande réussite. Donc, ravie. Ravi de faire votre connaissance. Je suis nouveau ici. Bienvenue. Merci. Alors, en quoi consiste votre spécialisation respective ou bien est-ce que c'est un peu la même concernant spécialisation, moi, volontairement, je ne fais que de la transaction immobilière, que de l'achat et de la vente de biens résidentiels pour mes clients. Je pense prochainement aussi à développer la partie commerce, donc bureau, immobilier commercial ou bureau, puisque c'est un secteur qui m'a toujours beaucoup attirée et encore une fois, c'est un nouveau challenge que j'aimerais me donner, me fixer. Mais aujourd'hui, oui, effectivement, je fais beaucoup, principalement, on va dire, de l'immobilier résidentiel dans Paris et en première couronne parisienne. Et ce qui est bien chez IAD, c'est qu'on a cette possibilité de faire un peu comme on veut, dans la mesure où on est formé, on a validé les certifications et les steps, on va dire, pour pouvoir y prétendre. Donc on peut faire aussi bien du résidentiel que de l'immobilier neuf, que de l'immobilier de bureau ou de la location. Donc voilà, moi j'ai choisi parmi cet éventail de services la vente et bientôt le commerce. Et vous, Julia ? Et moi, pour ma part, je fais comme Safa, la transaction résidentielle traditionnelle, ça veut dire des biens anciens. Ce qui est ancien, c'est considéré tout ce qui est déjà sorti sur terre. Et donc, je m'en occupe d'accompagner des clients, que ce soit pour la recherche d'acquérir un nouveau bien ou la vente. Et je fais aussi de la mise en location. Donc, voilà. Ouais. Merci. Et aujourd'hui, comme j'ai dit au début, on va se focaliser sur l'actualité estivale de votre activité, qui est l'immobilier. Quelle est la tendance principale à cette période de l'année d'un point de vue immobilier ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a moins de concurrence ? Est-ce que c'est le cas inverse concernant le type d'achat, etc. Alors, la tendance pour moi, en tout cas avec mes clients, je suis très recherchée par des familles. Parce que les familles, elles se projettent un petit peu, elles essayent de trouver leurs biens avant la rentrée. Donc, si on compte d'ici 3 mois, ce sera la rentrée et c'est un peu le temps d'un achat immobilier. Donc, quand commence les mois de mai, on est très recherché par des familles. Et après, du côté locatif, c'est aussi la fin de beaucoup de baux. Donc, il y a pas mal des biens qui sont mis en location. Et voilà, j'accompagne aussi des clients pour la mise en location.
Et vous avez une expérience différente ou c'est un peu la même? Non, je la rejoins. Moi, j'ai aussi pas mal de parents d'étudiants qui sont en recherche, parfois pour leur premier investissement dans le cadre d'une SCI familiale, ça arrive aussi. C'est vrai. Pour justement diversifier le patrimoine et pouvoir léguer un patrimoine par le biais d'une SCI, parce que ça présente certains avantages fiscaux notamment. Et pareil, dans une optique d'installation pour la rentrée de septembre, ou même parfois au mois d'août. Donc pour les écoles post-bac, parfois les écoles privées, il y a des rentrées au mois d'août qui se font. Et aussi des familles qui cherchent aussi à s'installer suite à une mobilité professionnelle ou une séparation. Et c'est vrai que l'immobilier, à cette période de l'année, on a un peu les mêmes acheteurs qu'on a dans le reste de l'année, plus les familles qui sont aussi en recherche active. Pour le coup, j'ai l'impression qu'elles se sont donné cette deadline du printemps pour finaliser et boucler leur projet immobilier pour qu'à la rentrée de septembre, tout le monde soit installé et qu'elles puissent démarrer leur nouveau chapitre de rentrée et puis de vie de famille. Donc c'est vrai que l'été, c'est aussi une période où on a un coup de bourre. Quand je dis un coup de bourre, c'est un pic un peu d'activité parce qu'on a l'acquéreur lambda qui lui fait son parcours d'achat tout à fait classiquement, et on a aussi des personnes qui viennent précipiter un peu leur achat à cette période. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour nous de bien conseiller nos clients vendeurs, de ne pas surévaluer le bien, d'être vraiment cohérent par rapport au prix marché, de façon à ce qu'elles puissent bien vendre leurs biens, et puis surtout leur rappeler qu'à cette période on est aussi en concurrence avec d'autres biens qui sont mis en place, qui sont mis sur le marché, et justement l'idée c'est aussi de vendre dans les meilleurs délais et au bon prix. Et donc, forcément, si on est en concurrence avec d'autres biens dans une même copropriété ou dans un même secteur, c'est important de bien se positionner pour espérer vendre à cette période de l'année qui est quand même assez propice dans le secteur de l'immobilier. Oui, aussi, quand on parle famille, ça veut dire, en général, il y a beaucoup de familles qui sont plus des primo-accédants, donc ils sont déjà des propriétaires, donc ils vont vouloir acheter, ils vont vouloir aussi vendre leurs biens, donc on a un peu plus de biens sur les marchés. Donc voilà, c'est plus de biens et plus d'acquéreurs aussi parce qu'il fait beau. Voilà. Alors justement, pour ces familles, c'est ceux qui veulent vendre un bien, quels conseils donneriez-vous pour le faire à l'approche de l'été? Alors, on le dira jamais assez, mais pour moi, nous on travaille beaucoup avec Julia l'aspect visuel de nos annonces. Donc on travaille avec un photographe et un vidéaste professionnel pour avoir un meilleur rendu en termes de communication digitale. Vous l'avez compris, on est une agence digitale, donc pour nous c'est un aspect très très important à travailler. Et donc c'est vrai que moi j'aime bien conseiller mes clients lorsque je prends le mandat et que je commence à travailler avec eux, à travailler des sujets comme le homestaging, donc désencombrer des espaces pour valoriser les volumes. Dépersonnaliser, désencombrer. C'est ça, retirer les photos, enfin vraiment que les acquéreurs puissent se projeter le plus facilement sans que la pièce soit trop imprégnée par les affaires ou l'histoire du vendeur. Parfois il y a des photos de famille, machin, donc moi je conseille de les retirer. C'est toujours bien aussi de rafraîchir. Un coup de peinture, ça fait toujours bien et propre sur des photos, et puis même en visite c'est plus agréable, c'est plus lumineux. Donc pour moi c'est à cette période de l'année, il faut vraiment miser sur des biens propres, dans le sens où il faut qu'on arrive à se différencier de la concurrence. Certes, on est au bon prix. Créer les coups de cœur. Les buts, c'est créer les coups de cœur. Donc, comme dit Safa, si jamais les murs blancs ils sont un peu sales, pourquoi pas donner un coup de peinture. C'est pas très compliqué à faire et ça peut après créer une vraie sensation quand on rentre dans un bien qui vient d'être repeint. C'est vrai qu'on dirait que c'est neuf d'un coup. Et en plus, je pense que si on a des petits travaux aussi à faire, c'est par exemple changer les joints des salles de bain, faire un gros nettoyage avant de mettre en vente. Si on a des animaux, faire attention parce que parfois ça peut sentir les animaux et on se rend plus compte. Donc pareil, de bien ouvrir, bien aérer avant des visites, voilà. Ouais, ça c'est vrai qu'on le fait assez régulièrement. Enfin moi je pense que tu fais aussi. Bougie. Ouais. Mais voilà, en tout cas moi je dis souvent à mes vendeurs, mettez-vous dans les chaussures de l'acheteur. Qu'est-ce que vous aimeriez vous en tant que futur acheteur trouver ou voir en arrivant dans un nouveau bien? Donc effectivement désencombrer. Là j'ai eu le cas pareil avec un client qui avait laissé les matelas
Sandra, sans rien. Je lui dis non, là pour moi vous êtes déjà parti, donc vous envoyez pas le bon signal. Mettez une jolie literie, une jolie literie, des beaux draps, quelque chose de propre et d'accueillant qui fasse que les gens facilement se projettent. Ça, c'est vrai. On dit désencombrer, mais pas enlever tous les meubles. C'est important d'avoir des meubles si on a la possibilité de laisser des meubles, surtout s'ils sont jolis. Parce que ça aide les acquéreurs, les futurs acheteurs de votre bien à se projeter. Et la plupart des personnes, elles ont du mal à se projeter. Et alors, de l'autre côté, pour les acheteurs, quels conseils avez-vous? Est-ce qu'il y a des conseils particuliers? Alors, les conseils des acheteurs, moi je dirais bien lire les PV d'AG, c'est important de savoir où on met les pieds, savoir s'il y a des travaux qui ont été votés, comment est entretenue la copropriété, bien lire les diagnostics, ça aussi c'est important parce que les diagnostics vous donnent des informations essentielles par rapport à la sanité du bien, donc à l'état général, y a-t-il de l'amiante, du plomb, y a-t-il des défauts électriques, si on a un DPE qui est assez dégradé, quelles sont les préconisations du diagnostiqueur? Est-ce qu'il faut changer un ballon d'eau chaude, changer le système de chauffage, changer les fenêtres? Tout ça, c'est un budget derrière. Donc, moi, j'attirerais leur attention sur les documents lors de la mise en vente, donc avant de se positionner. Et puis, encore une fois, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, mais pour moi, le secteur dans lequel on souhaite se projeter ou acheter son premier bien, si c'est un premier bien, par exemple, parce que souvent, quand on est sur son premier achat, on est un peu... c'est un peu le coup de cœur et puis on verra après. Il faut vraiment se projeter sur du long terme, même si c'est que quelques années. Ça sera votre quotidien. Donc, le temps de trajet par rapport au transport, est-ce que il vous convient? Est-ce que les écoles sont pas très loin? Donc, au quotidien, c'est gérable. Est-ce que les commerces du secteur sont facilement accessibles? Pour moi, c'est un tout. Mais effectivement, j'attirais plus leur attention sur les documents relatifs aux biens concernés. Et moi, je rajouterais, c'est important de ne pas se focaliser sur la décoration. Ah oui, ça c'est important. Souvent, les personnes, elles regardent la déco, elles trouvent ça très joli et s'emballent. Il faut regarder l'état des murs, il faut regarder si jamais il y a un problème d'humidité. Si on achète une maison, regarder l'état de la toiture. Voilà, essayer de trouver la petite bête. Parce que la décoration, c'est... La décoration, c'est une stratégie. Oui, et surtout, elle va partir. Elle ne sera pas vendue avec. Ça nous aide, bien sûr, à se projeter. Mais après, une fois qu'on aura les clés, il n'y aura plus de meubles, sauf si on a négocié des meubles, bien sûr. Mais oui, et juste par rapport au diagnostic, je rejoins ça. Safa, il faut les lire. C'est long à lire. Il faut poser des questions. Si on a un conseiller immobilier qui est en charge de la vente du bien, poser des questions. S'il y a des noms du diagnostiquaire, on peut même les contacter, les diagnostiquaires. Et il y a certains diagnostics, comme les DPE, où il y a un numéro d'ADEME, qui en général, c'est en haut à droite. Et il faut regarder s'il y a bien ces numéros-là. Parce que s'il n'y a pas ces numéros-là, il se peut que ce soit un diagnostic faux. Donc, on peut regarder ces petits détails-là. Je pense que c'est encore un petit tips. Voilà. Alors, vous avez évoqué à plusieurs fois le DPE. Oui. Je suis sûr qu'il y aura une partie de notre auditeur qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous pourrez nous parler un petit peu de ce que c'est le fameux DPE et est-ce que la saison estivale est vraiment... Est-ce qu'il y a une importance particulière de la saison ou pas? Alors non, pas du tout. Les DPE, c'est un diagnostic des performances énergétiques. On en parle beaucoup en ce moment. Avant, c'était quelque chose qu'on ne regardait pas. Et maintenant, tous les personnes qui cherchent à acheter, elles ont très peur et elles regardent la lettre qui se situe les biens. Donc, s'il est bien isolé ou pas bien isolé. Parce que ça veut dire aussi, s'il est mal isolé, peut-être qu'on aura froid en hiver, peut-être qu'on aura chaud en été. Non, ce n'est pas lié quand on fait un diagnostic technique pour voir quelle est la lettre qui se situe notre bien. Un diagnostiquaire, il va évaluer plutôt l'épaisseur des murs, il va évaluer s'il y a de la ventilation, si les fenêtres elles sont en double vitrage, simple vitrage, bon voilà. Si les portes aussi sont bien isolées, où se trouvent les biens.
Par exemple, si on est dans un appartement et qu'on est situé en dernier étage, on est peut-être moins bien isolé, puisqu'on a la toiture qui elle, n'est pas chauffée, contrairement à un appartement qui est en milieu d'autres appartements, qui va être mieux chauffé. Donc tout ça, il va regarder, mais il n'y a aucun impact la période. Ouais, je suis assez d'accord avec Julia. La période, elle n'influe pas du tout sur le résultat ou le fait de faire son DPE ou non. Pour moi, c'est même pas pour moi, c'est une obligation. On ne peut pas mettre en vente un bien sans avoir réalisé ce fameux diagnostic, puisqu'il est une information importante pour les futurs acquéreurs, qui sachent effectivement si le logement est énergivore, si en termes d'isolation tout a bien été pensé. Bon, je rejoins complètement Julia sur ce qui vient d'être dit. Après, c'est vrai que fut un temps, moi je me rappelle que c'était une indication. Aujourd'hui, c'est clairement un argument. On peut avoir un très beau bien avec une belle finition, soigné, bien dans un très bel immeuble. Si on a une lettre qui est assez dégradée, ça peut être un sujet pour les futurs acheteurs. D'autant que on a aussi une réglementation qui est passée, donc pour des logements F. À partir de 2028, ils pourront plus être loués. Pour les G, c'est déjà le cas. Les G, c'est déjà le cas, effectivement. Donc, ça a aussi un impact pour des investisseurs qui souhaitent mettre des biens en location. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça rentre complètement dans la stratégie de l'acheteur. Est-ce que ce bien, je peux ou pas, quand bien même la localisation est intéressante, le mettre en location à l'État? Sinon, quels sont les travaux que je dois engager derrière pour pouvoir améliorer cette note et pouvoir le proposer en location? Donc, tout ça, c'est des sujets aujourd'hui qui sont centraux dans les discussions et dans... Oui. Après, je dirais, il ne faut pas avoir peur non plus, si jamais on est intéressé par un bien qui a une note élevée. Et justement, il faut du coup bien lire les diagnostics et voir quels sont les travaux nécessaires pour mieux isoler. Et parfois, ce n'est pas des travaux qui sont très coûteux, ça dépend. Par exemple, si les fenêtres, elles sont déjà en double vitrage et qu'on doit faire de l'isolation de l'intérieur, certes, on va perdre en mètres carrés, mais pas forcément, ça va être très coûteux en termes de travaux. Ouais, c'est ça. Et parfois, il faut bien le lire, ce fameux diagnostic, puisqu'il donne une mine d'informations par rapport au type de bien. Parfois, c'est ce que tu disais, c'est améliorer peut-être un système de ventilation, changer juste un ballon d'eau chaude. En fait, on a des informations qui sont vraiment bien faites dans ce document, qui permettent vraiment d'aiguiller l'acheteur par rapport au type de travaux attendus, pour pouvoir prétendre à une note bien spécifique. Alors justement, on en parlera de l'amélioration, okay. Mais vous en avez cité quelques-uns, Julia, de ce qui est, disons, mis en examen, disons, pour ce diagnostic. Alors, quelles sont les démarches spécifiques pour faire ce diagnostic? Quelles sont les étapes de DPE? Alors, on doit faire appel à un diagnostiqueur. Il y a un bon diagnostiqueur. Souvent, les conseillers immobiliers, ils pourraient vous conseiller un bon diagnostiqueur. Et il viendra, et il fera le diagnostic, du coup, pour vous. Et surtout, il faut que ces diagnostics-là, si vous êtes propriétaire, qu'ils soient à votre nom. Ça va vous protéger, déjà. Parce que si jamais vous vendez un bien qui a un diagnostic, qui a un nom de l'ancien propriétaire, si jamais il y a un souci avec ces diagnostics, c'est vous, propriétaire actuel, qui êtes directement attaqué. Contrairement, si vous avez refait tous les diagnostics immobiliers, pas seulement les DPE, mais tous les diagnostics, si jamais il y a un souci, c'est les diagnostiqueurs qui vous a fait les diagnostics qui sera attaqué. Donc ça vous protège aussi de réaliser les diagnostics. Et surtout, les notaires, maintenant, ils demandent que ces diagnostics soient récents. Surtout pour le DPE, il faut qu'ils soient datés après 2021. Juin 2021. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut améliorer le score de DPE, et si c'est possible, bien sûr? Ouais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, ça va dépendre de qu'est-ce que fait que la note soit élevée. Peut-être c'est un chauffage, encore un mode de chauffage au fioul. Peut-être c'est parce qu'on a des fenêtres simple vitrage. Peut-être c'est plusieurs facteurs. Donc, à voir. Comme propriétaire, vous pouvez faire venir un entrepreneur pour évaluer les coûts des travaux. Et si jamais c'est pas fait et que vous êtes intéressé par un bien pour l'achat, vous pouvez toujours revenir pour une deuxième visite, ramener un entrepreneur pour évaluer
et avoir une idée de combien ça peut coûter un travaux. Et surtout, c'est peut-être une bonne opportunité aussi, en bien qu'il y a un dé peu élevé, de faire une belle négociation sur le prix. Ouais. Merci beaucoup, Julia et Safa, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, comment nos auditeurs peuvent vous contacter ? Je pense que c'est une question importante. Écoutez, moi je serais ravie de pouvoir les accompagner. Il suffit simplement d'écrire Safaomi sur Google et vous avez effectivement mon interface IAD avec l'ensemble de mes coordonnées. Et puis voilà, je reste assez facile. Via réseaux sociaux, pour ma part, Julia Nascimento Imo, je suis très présente sur Instagram et aussi sur d'autres réseaux sociaux. On a toute une page Google, donc vous pouvez nous retrouver et donc par téléphone, comme vous voulez. Alors, vous l'avez entendu, vous pouvez très facilement contacter nos 2 experts en immobilier qui étaient aujourd'hui dans notre studio. Merci beaucoup d'être venus une fois de plus. Merci à la régie pour le son et l'image. N'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux aussi. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt sur UGOP Radio. Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio.